Lorsqu'on est victime de la violence de la police, est-ce une bonne stratégie de se battre pour un procès aux assises ? Peut-on vraiment gagner ? Les assises sont a priori le gratin de la justice, celle qui va le plus au fond des choses, des procès qui prennent du temps, avec un jury populaire. On pourrait croire que c'est là que les victimes ont la meilleure chance d'obtenir justice face aux policiers. En réalité, sur les 20 dernières années, tous les procès pour violences policières aux assises se soldent par des acquittements ou du sursis. Vous écoutez Rien à déclarer, un podcast original de Radio Parleur. En 2016, Laurent Théron perd son œil dans l'une des dernières manifs du mouvement contre la loi travail. 6 ans plus tard, les 12, 13 et 14 décembre 2022, il fait face aux policiers qu'il a éborgnés. Le verdict du procès est un deuxième choc, même s'il n'attendait rien de cette justice, et surtout pas qu'elle lui soit rendue. Épisode 6, après la violence policière, la violence judiciaire. « 15 septembre 2016. Nous sommes place de la République avec les copains. C'est la toute première émission de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur radioparleur.net. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, vous n'êtes pas sur Radio Debout, vous êtes sur Radio Parleur. Radio Parleur, c'est une grosse manif de rentrée et les gens sont heureux. Je suis convaincu que dans 6 mois, on sera là peut-être un petit peu comme vous avec Radio Parleur, avec une manière de prendre un petit peu notre autonomie, ou trouver un peu, si tu veux, une seconde forme. Et en même temps un peu dépité, parce que le mouvement contre la loi travail qui a engendré Nuit debout et l'occupation des places est en train de s'éteindre gentiment depuis l'été. Pendant qu'on glose sur les suites de la lutte, Martin, Tristan et moi, Laurent Théron sort du cortège syndical de Sud Santé et il déambule de l'autre côté de République. Toute la place était nassée et tu pouvais ressortir que de l'autre côté qui est l'avenue de la République. Pas loin de 40 000 personnes arrivent sur la place. Avec Sud, on était devant ce jour-là. Derrière, c'était la CGT et ils arrivaient, les gars, ils poussaient pour qu'on avance, quoi. Bon, moi je vois ça, je me dis, j'ai pas envie de me faire écraser, puis j'ai pas envie de partir. Il y avait des food trucks, il y avait à bouffer. D'abord, il y a un premier cordon de CRS qui vient se mettre en place. Ils s'installent, ils se mettent 5 par 5. Voilà, ils sont là, ils ont une cinquantaine. Je passe devant, je passe derrière, enfin vraiment, tu vois. Et puis ces gars-là, genre 5 minutes après, ils font une première charge. Ils touchent personne. Donc les gens, ils voient ça, ils reculent forcément, tu vois, sur la place. Puis, dans l'autre sens, t'as une autre charge. Genre 10 minutes après, quoi. Et personne qui fritait, on comprend pas. C'est le moment où nous, avec notre petite console et nos petits micros, on commence sérieusement à flipper. on essaie de retrouver nos reporters. On repasse l'antenne à Guillaume et Victor, qui sont dans le cortège. Juste le temps de plier le studio pour protéger le matos. Car les flics sont tendus, et la manif est loin d'être finie. Il y a eu beaucoup de répression. La police, il a été très agressive dès le début. Vous avez vu les provocations ? Il est 16h53. Dans la troupe de CRS, il y en a un qui a une grenade de désencerclement dans la main. Il est nerveux, Alexandre Mathieu. Une bouteille éclate à côté de lui, du moins c'est ce qu'il dira. Alors sa grenade, il la jette au pied de Laurent Théron. Il me fixait beaucoup d'ailleurs, je lui ai demandé d'arrêter. Il me fixait mais on savait pas trop si c'était du regret, de la compassion ou je sais pas, une sorte de regard fixe sans émotion, c'était hallucinant quoi. Le fait en fait qu'il se mette pas en face aussi, ça montrait aussi finalement qu'il faisait pas face quoi. Il a fallu plus de 6 ans pour qu'Alexandre Mathieu refuse de faire face à Laurent Théron au tribunal de Paris. Aux assises, les procès des grands crimes, meurtres, assassinats, crimes sexuels. La société n'y est pas représentée par des personnels de justice, non. Elle y est représentée par un jury populaire. T'attends le procès, un peu avec impatience, parce que c'est long. Ça faisait plus de 6 ans. Avec crainte aussi, effectivement, parce que tu sais que c'est une machine à broyer.
C'est à la fois un moment où tu te dis on va tourner une page et un moment où tu te dis on va se faire éclater encore, quoi, on va se faire ridiculiser. Mais voilà, c'est un peu tout ça, ouais, un procès. Mais j'étais pas tout seul, c'est aussi ma chance. J'ai vu qu'il y avait des collectifs qui existaient, donc l'Assemblée des blessés, des Armonts. Mon histoire était aussi dans cette suite aussi de lutte. Pour moi, c'est très important. Je m'en suis aperçu vraiment au fil du temps qu'en fait, si j'avais un procès aussi, c'était une chance. Et historiquement, c'est pas souvent qu'il y a des policiers au tribunal, encore plus rare aux assises. À la fois, c'était prendre en marche un train qui était déjà lancé, parce que d'autres avaient lutté avant. On va remonter loin, puisque la lutte contre les violences d'État remonte à très loin. Mais en tout cas, si le MIM n'avait pas le mouvement de l'immigration des banlieues, si dans les années 80-90, ils n'avaient pas déjà mené cette lutte, recontextualisé historiquement, socialement, ce que c'est la police, ce que c'est la justice en fait. Puis tous les autres combats, je pense à Ramata Dieng avec Vivolé, bien sûr, avec laquelle on est vraiment super liés, super proches. Et toutes ces histoires-là, moi j'ai pris ce train-là en marche, quoi. Mon histoire est liée aux leurs, de par déjà les coupables, de par la douleur, de par toutes ces choses qui nous unissent en fait. Un procès aux assises, c'est dur. On y fouille la vie des protagonistes. L'avocat général, avocate et avocat des parties civiles et de la défense décortique les quelques secondes du geste d'Alexandre Mathieu en d'infinies petites secondes, millisecondes. Et quand tout le monde a la tête qui bourdonne dans cet océan de détails, tous les retournements de situation sont possibles. Pendant le procès, il y a pas mal de moments où on se dit ça va dans le bon sens. Enfin, moi j'ai trouvé les témoignages, enfin il n'y a pas que moi, mais le témoignage des policiers était juste ridicule. Parce que totalement décalé de la réalité, enfin c'est des pluies de cocktails Molotov, quand ils parlent de la manif à ce moment-là, quoi. On a l'impression que c'est, enfin voilà, ils décrivent des scènes, c'est la Syrie, quoi. C'est alors que il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'ils jettent en tout et pour tout, sur toute la journée du 15 septembre, 8 grenades de désencerclement. Donc on se dit, bah ça fait pas beaucoup en fait, parce que quand on voit Notre-Dame-des-Landes où c'était 11 000 en une semaine, 8. Donc en fait, il y a un gros décalage. Et puis même au moment où on montrait les images, même la présidente qui lui dit « Mais c'est pas tout à fait les déclarations que vous avez faites il y a 6 ans, monsieur, je vais vous les relire. » Et le mec, il dit « Si, tout à fait, on montre les images alors. Hein. » Et puis pareil, les images montrent tout à fait l'inverse. « Mais si, regardez. » Enfin voilà, des choses qui nous faisaient dire un peu, voilà, ça va dans le bon sens et ils sont juste ridicules. Ils disaient tous la même chose en plus. C'était du copier-coller, comme leur déclaration dans le dossier, en fait, c'est du copier-coller. Ça, c'est un peu, c'est récurrent, c'est systématique dans les procès, c'est-à-dire que justement, pour justifier leur acte, ils sont obligés de décrire des scènes, des individus absolument, voilà, les yeux injectés de sang, des couteaux entre les dents. Voilà, ils sont obligés de décrire des scènes absolument hyper violentes, alors qu'en vérité, il se passe quasiment rien, quoi, en vrai. De base, la violence policière, elle se justifie par, effectivement, en face, une violence, voilà, du peuple, où qu'il soit, quoi, quartier populaire, manifestation. Voilà. C'est la justification du discours de la domination, en fait. C'est qu'on caractérise l'ennemi en face comme étant terroriste, violent, voulant tuer, etc. Alors que qui est armé, qui est protégé, qui est suréquipé, surentraîné, c'est évidemment c'est la police qui ne peut justifier son action que par ça, en fait. Elle est faite pour être violente, donc il faut qu'il soit violent. Donc en face, faut que ça soit violent aussi, quoi, même s'ils le sont pas. Donc voilà, c'est tout à fait le discours habituel de décrire une foule absolument assoiffée de sang, quoi. Léon R décrit les policiers comme des assaillis. Commandant de cette CRS 07, il répète les mêmes mots que ses collègues policiers. On était en terrain hostile. Ils avaient la volonté d'en découdre. Des engins incendiaires pleuvaient, c'était destiné à nous tuer.
Ce 15 septembre 2016, un policier prend effectivement un cocktail Molotov et son uniforme prend feu. Mais ses blessures sont incomparables avec la mutilation de Laurent Théron. Maître Liénard, avocat du policier, ne manquera pourtant pas de rabâcher ce Molotov encore et encore pour renvoyer dans une curieuse symétrie le policier surarmé, harnaché, blessé ce jour-là, avec le manifestant, vêtu dans son habit de tous les jours. L'avocat donc du policier, il mène une stratégie de saturation. Le but, c'est de pas convaincre les juges, c'est de semer la confusion dans l'esprit de jurés qui connaissent pas forcément les manifs. Et donc quand ils entendent pendant 6 heures d'affilée des policiers assermentés, parce qu'il faut jurer qu'on dit la vérité, bien sûr, quand on arrive dans ce tribunal, qui répètent tous la même chose, qu'ils n'ont jamais vu une telle violence, etc., bah oui, ça marque un juré, évidemment. Pierre Douillard-Lefebvre, expert des armes de la police, a lui aussi été éborgné en 2007. Il est cité comme témoin à l'audience. On a quand même malgré tout un policier qui passe en cour d'assises, donc en cour criminelle. C'est assez sérieux, c'est parce que le dossier est vraiment accablant. Mais il est accablant de A à Z. Tous les éléments montrent que Laurent est dans une fin de manifestation qui est en train de se disperser, place de la République, main dans les poches, qu'il y a une équipe de CRS qui charge et qui jette une grenade en l'air de façon totalement illégale, qui vient lui exploser l'œil immédiatement. En plus, le policier tireur n'était pas habilité à tirer la grenade, n'était pas formé, qui venait d'arriver dans la compagnie de CRS, qui avait gardé une grenade dans sa poche alors qu'il n'en avait pas le droit et qui en a fait usage. Voilà. Dans ce dossier, tout est absolument accablant, ce qui fait qu'on arrive en cour d'assises. Mais malheureusement, le déroulé des débats est mené comme sont menés malheureusement beaucoup de procès, c'est-à-dire en donnant énormément de place à la parole policière et très peu à la parole de la victime. On était seulement 3 témoins cités du côté de la victime. On a pu parler peut-être une demi-heure à 3. On a tout de suite été interrompu par la présidente alors qu'on venait avec une expertise sur les armes de la police qui n'a pas été développée dans ce procès. On venait expliquer à quel point cette arme était dangereuse, aléatoire, c'est-à-dire qu'elle peut frapper à n'importe quel endroit du corps, que c'était une arme de terreur, elle vise à faire peur et la blessure de Laurent, c'est ça. Ça vise à dissuader les gens de manifester et ça on n'a pas pu le dire puisque la présidente nous a coupé tout de suite. Dans un tribunal, on ne fait pas de politique. J'ai entendu ce rappel à l'ordre si souvent. Et il est vrai que telle n'est pas la fonction judiciaire d'un procès. Mais comme au cinéma, il est parfois plus intéressant d'observer ce qui se passe hors champ, pour saisir ce qui est justement politique. Au 3e jour d'audience, la présidente décrète ainsi que les soutiens de Laurent Théron font trop de bruit dans la salle. Toute sortie devient désormais définitive et on ne laisse plus rentrer personne. À ce moment-là, 2 soutiens du policiers eux-mêmes, entrent en salle d'audience après ce rappel à l'ordre. Ouais, oui, d'accord, je vais voir une amende. Ça a dérangé l'audience et en plus vous êtes dans le panier. 135 €. D'accord. Donc maintenant ça vous arrêtez, parce que sinon vous allez arrêter de rester ici, d'accord ? Mais je sais que Laurent, ce qu'il demande, c'est pas la prison. Ça l'intéresse pas. Il l'a d'ailleurs dit ce matin. Il dit « Moi, je suis trop amoureux de la liberté pour demander la prison pour quiconque ». Par contre, il demande une révocation du policier tireur. Ce serait le minimum. Et c'est ce qu'on a tendance à demander avec l'Assemblée des blessés. C'est le strict minimum. Désarmer les policiers qui ont éborgné, mutilé, tué des gens. C'est le minimum. C'est très maigre, mais c'est ce qu'on peut apporter dans le cadre d'un procès. Bien sûr, le combat politique, il se joue aussi en dehors du tribunal, et surtout en dehors du tribunal quand on voit comment ça se passe ici. Il s'est passé quelque chose quand même au moment de ce verdict, qui arrive au bout de 3 jours d'audience, on est tous et toutes assez fatigués, parce que c'est éreintant aussi un procès, et où le procureur requiert longuement. J'ai failli s'endormir. C'était long, hein. Mais il arrive à un point où il explique que il n'y a pas c'est une violence volontaire et donc il requiert 2 à 3 ans de prison. Il reste vague, c'est pas dans l'habitude des procureurs, d'habitude ils sont plus précis, mais quand même, il requiert de la prison. Et derrière, le jury se retire, ça dure pas si longtemps. Ça dure une paire d'heures, 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Ce qui est assez court en fait. Est-ce que tu t'attendais, toi, au verdict que le jury a prononcé ? Non, la vérité, on s'y attendait pas.
l'acquittement, on n'était pas prêt. L'acquittement, je sais qu'il y a un seul camarade de Lille qui l'avait évoqué, mais c'était effectivement assez stupéfiant, surtout en invoquant la légitime défense, qui n'a été évoquée à aucun moment du procès. Mais ce qui montre de quoi est capable la justice, en fait. Capable de projeter des vidéos qui n'ont rien à voir et de parler de légitime défense. Après, si on pousse l'analyse, c'était aussi de se dire, ça a déjà été posé justement par le collectif du 8 juillet, avec Joachim, donc, qui n'a pas voulu aller aux assises à l'époque et qui a voulu aller en correctionnel parce que les jurés d'assises sont souvent, regardent C8 ou font partie un peu de cette population qui a cette belle image de la police. Donc, c'est-à-dire que c'est compliqué aux assises, on va dire. C'est pas des tribunaux qui sont acquis. Finalement, si on veut condamner un policier, ne serait-ce qu'à une peine de sursis, vaut mieux choisir le correctionnel. Ça, c'est un constat, on peut dire, qu'il faut avoir. La stratégie de Maître Linard a fonctionné. D'accusé, le policier Alexandre Mathieu est devenu l'assailli par une foule hostile et indistincte. Son geste n'est plus un acte qui lui appartient, c'est une réaction à une menace. Et la violence judiciaire, en fait, elle est soi-disant réfléchie. C'est-à-dire qu'on prend des dossiers, on analyse, on fait des expertises, et le temps judiciaire, il est très long. Et donc cette violence-là, en fait, elle est très longue, elle est vraiment terrible, en fait. Elle est pas physique, elle est beaucoup plus sournoise, elle est insidieuse, elle est profonde. Et ce qui est très violent, en fait, c'est que, alors déjà, les peines qu'elle exprime, un acquittement pour mon histoire, on voit qu'elle vient valider finalement la violence policière. Et même si en tant que militant, même en sachant que depuis des années qu'il n'y a rien à attendre de la justice, son verdict, en fait, il vient publiquement dire voilà, on a bien réfléchi, vous avez un œil en moins, vous avez pris une grenade, mais c'est comme ça, quoi. Et tant pis, allez, sans rancune, tape dans le dos et salut, quoi. Mais c'est valider la violence, mais c'est surtout redire, ça va recommencer. Enfin, d'un point de vue militant, quand on mène le truc, on se dit, perdre un œil, c'est grave, mais si ça pouvait servir à quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrête les grenades, un peu toute cette barbarie, mais même pas, en fait. On dit, voilà, c'est comme ça, si ça recommence demain, ça va être le même tarif, et voilà, quoi. Nous sommes presque les derniers à sortir du tribunal, ce soir du 14 décembre 2022. Il fait un froid humide sur les rues de Paris en liesse. L'équipe de France a battu celle du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Laurent et toutes les personnes à garde qui descendent du pont Saint-Michel ont aussi envie de hurler, de rage. Est-ce que ce procès t'a quand même permis de mettre cette histoire un peu plus derrière toi ? Oui, mais pas grâce au procès, en fait. Pas grâce au procès, mais grâce aux camarades et tout ce qu'on a fait à côté, en fait. Comment ça arrivait le 12, 13, 14 décembre, ça faisait 12, 12, 13, 12 avec le fameux jeu de mots. On s'en est servi, 13, 12. C'était un cadeau, merci les gars. On a fait donc un procès populaire où à la fois avec des victimes, des familles de victimes, on venait mettre en accusation, en fait, ce qu'on voulait mettre en accusation. La violence policière, elle s'exprime déjà par la privation de liberté, une garde à vue. Donc c'était absolument collectif, c'était une arène ouverte. Tout le monde parlait de là où il était à tout le monde, en fait. Et c'est tout ça, en fait. Et la présence des camarades au procès, c'est tout ça, en fait. Ces moments-là, c'est des moments à moi. Je voulais que ça soit aussi dans l'histoire de la violence d'État, mais aussi que ça soit une aventure collective. Merci à Laurent Théron, au collectif Désarmons-les et à l'Assemblée des blessés pour leur confiance. Un épisode écrit et produit par Violette Voldoir, avec la voix de Pierre-Louis Collin. Réalisation, Arthur Faraldi. Dans le prochain épisode, nous quitterons les tribunaux et irons faire un tour du côté des commissariats pour un épisode sur la garde à vue, son institutionnalisation et sa critique.